J'ai un peu de la peine pour les enfants. C'est pour ça que j'ai cédé ma table pour qu'ils puissent déposer leur cahier pour pouvoir écrire. Compte tenu de l'effectif qui est trop pléthorique. 130 élèves. Presque tous les jours, sauf s'il y a des absents, que la situation se règle tout petit peu. Même s'il y a absent, on ne peut pas compter plus de 2 ou 3 personnes. Voilà, c'est surtout au niveau des devoirs. Heureusement que moi, je suis un doyen, que j'ai divisé la classe en 2. Comment ça? Une partie travaille dans le cahier de devoirs et une partie travaille dans leur cahier d'exercice. Ainsi de suite. Je renverse souvent. C'est ce que je fais dans la classe. Oh, la classe de ça, vraiment, c'est là où se trouve le comble. À tout moment, fraîcheur, chaleur, nous sommes dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous demandons vraiment l'aide de l'État ou bien l'aide des autorités locales pour nous aider un peu, tout petit peu. Surtout qu'il y a des bâtiments qui sont là et inachevés, qu'ils fassent un effort pour nous remblayer, pour qu'on intègre en attendant, pour qu'ils finissent le bâtiment en construction. L'état défectueux des infrastructures de cette école ne sont pas les seules difficultés que rencontrent les acteurs de cet établissement scolaire. À celles-ci s'ajoutent des difficultés dans le déroulement des activités pédagogiques. Le directeur de l'EPP précise que malgré les mesures prises depuis plusieurs années, rien ne semble bouger et ces derniers disent ne pas savoir à quel sein se vouer. On écoute Richard Kolegbe qui lance l'appel que voici. Je suis ici depuis 4 ans. C'est les mêmes difficultés chaque année. Il y a manque de classes, nous sommes dans des appartements qui ne se tiennent pas. Il y a manque de mobilier. Tel que vous venez de le dire, c'est ce que nous vivons tous les ans. Les parents d'élèves nous disent qu'ils sont incapables. Ils n'arrivent pas à subvenir à nos besoins. C'est difficile. Comme vous-même vous le constatez, vous avez vu les enfants qui sont assis sur un seul banc dans presque toutes les classes. Nous travaillons dans des difficultés qu'on ne peut pas expliquer. Normalement, nous devons écrire à certains niveaux pour qu'ils nous viennent en aide. Mais comment nous construisons ceci, nous on croyait qu'ils allaient finir en beauté et on va habiter là. Mais du coup, ils ont lâché. C'est ça qui nous a surpris. Sinon, s'ils faisaient ça là, le problème est quelque peu résolu. Cette année, au CM2, par exemple, nous sommes 64. Au CI, nous sommes 105. Au CP, 130. Donc, ainsi de suite. À l'endroit des autorités, nous voudrions qu'ils pensent à nous, qu'ils pensent à l'école primaire publique de Guéman Ouest A. C'est tout comme ils nous ont laissé. Mesdames, Messieurs, l'édition se poursuit. On marque une courte pause. Cette brève avant les sports, le gouvernement béninois, à travers son ministre des Affaires étrangères, invite ses compatriotes à quitter le Liban. Décision rendue publique à travers un communiqué du ministre en date de ce mardi 8 octobre. Cette décision fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, notamment au Liban. Le ministre invite également les Béninois résidant au Liban actuellement à quitter et sans délai le pays et regagner le Bénin. Par la même occasion, le ministre invite les Béninois vivant à l'étranger à s'inscrire gratuitement sur le portail e-Diaspora ou au registre des Béninois de l'extérieur afin de bénéficier de la protection consulaire et de diverses facilités mises à leur disposition par le gouvernement béninois. À présent, les sports. L'actualité sportive, je suis avec Jacques Degbé, bonjour. Bonjour, Raoul Steve Gounouko. Éliminatoire Cannes 2025, les Guépards au complet à Abidjan. Oui, c'est bien cela, les Guépards qui affrontent le Rwanda en double confrontation les 11 et 15 octobre prochain. Les 24 joueurs sélectionnés par notre entraîneur des Guépards du Bénin sont donc réunis à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, capitale économique, pour ce rassemblement, les préparatifs avant le match du 11 octobre prochain, le vendredi, donc pour défier le Rwanda. Il faut dire que les cadres sont là, Steve Mounier, le capitaine, le gardien Saturné Alagbe. On note également le retour de Mohamed Tidjani qui effectue son retour après sa blessure de la fois dernière. Le Bénin qui est deuxième actuellement du groupe C des éliminatoires de la CAN 2025. La matinée de ce
mardi a été dédié à des exercices essentiels, impôts ajustés. Les organismes aux exigences sportives à venir l'après-midi. L'équipe poursuivra ses entraînements pour ce qui concerne ce mercredi sur la pelouse du lycée classique de Cocody, une étape décisive dans la montée en puissance avant leur prochain défi. Le groupe affiche une bonne cohésion avec des joueurs motivés et prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes sous les directives du sélectionneur Guenotre. Voilà. Merci Jacques Débé, c'était les sports. Nous allons poursuivre avec l'actualité africaine. L'actualité sur le continent, je suis avec Mansour Atoua, Denis Djibril, bonjour. Bonjour Raoul Steve Gounouko. Au Ghana, le projet de loi anti-LGBT continue de faire polémique. À Accra, l'adoption du projet de loi anti-LGBTQ continue de créer la controverse. Les Ghanéens sont descendus dans les rues de la capitale mardi pour demander à la haute juridiction du pays d'accélérer la mise en œuvre du texte. Et d'autres voix contestaient la constitutionnalité du texte qui prévoit une peine d'emprisonnement de 3 ans pour les personnes s'identifiant comme LGBTQ. Le 17 juillet, la plus haute juridiction ghanéenne a reporté sa décision sur l'injonction, déclarant qu'une décision serait prise une fois que la constitutionnalité de la législation aurait été établie. Du Ghana, rendons-nous au Kenya où la motion de destitution contre le vice-président est votée par les députés. C'est une procédure inédite au Kenya. Les députés ont voté mardi 8 octobre 2024 dans la soirée la destitution du vice-président kenyan après une longue journée de débat. La motion doit être soumise au Sénat. Elle liste 11 motifs de destitution. On lui reproche des faits de corruption, d'avoir incité à la division ethnique ou encore d'avoir fait preuve d'insubordination envers le président. Le vice-président a rejeté ces accusations dans le détail avec un épais dossier monté par ses avocats. On parle maintenant des municipales à Madagascar. La liste officielle des candidats a été publiée. Dans la capitale de Madagascar, ils seront 7 candidats à s'affronter. Le régime a finalement choisi de présenter la fraîchement nommée présidente de délégation spéciale. Le parti présidentiel Irmar a réussi à présenter un candidat dans quasiment chacune des 1695 communes. C'est ce mercredi 9 octobre qu'a lieu le tirage au sort qui établira l'ordre des candidats sur les bulletins uniques ainsi que l'ordre de passage dans les médias publics. Et quant à la campagne électorale, elle est prévue pour démarrer le 19 novembre prochain. Voilà, ainsi va l'actualité en 24 heures sur le continent. Nous allons retrouver maintenant Epiphane Chabi, c'est pour la revue de presse nationale. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette revue de presse. Le Liban n'est plus en tout cas pour le moment un asile pour les ressortissants béninois. Au regard des récentes frappes israéliennes sur Beyrouth et surtout de la tension sans cesse croissante dans la région, le gouvernement se préoccupe du sort de ces ressortissants. Fraternité le Canada du Nord, Daibi info l'événement précis le matinal, les 4 vérités bénin intelligents et bien d'autres publications en parlent précises, qu'à travers un communiqué qu'il a adressé au consulat honoraire du Bénin au Liban, le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Bakari Olusegun Adjadi, a invité les Béninois résidant dans ce pays à retourner au Bénin dans les plus brefs délais. À cet égard, le Canada du Nord annonce que le ministre leur demande de saisir l'opportunité des vols commerciaux encore disponibles pour rejoindre le Bénin aussi. Le communiqué renseigne-t-il que les dispositions sont prises pour ceux dont les pièces ne sont pas à jour. D'ailleurs, ajoute Fraternité, il est fréquent de voir les grandes puissances rappeler leurs ressortissants. Cette dynamique, qui relève du pouvoir régalien des États, ne s'applique malheureusement pas partout et plusieurs fois. Beaucoup de pays, notamment africains, sont restés muets en ce qui concerne le rapatriement de leurs ressortissants dans les pays en conflit. L'on en veut pour preuve les guerres en Ukraine, en Libye et autres. C'est donc à juste titre que l'acte du Bénin qui sort de l'ordinaire sous les tropiques est à saluer, conclut Daibi Info, le matinal, les 4 vérités Bénin intelligents et bien d'autres journaux. Dans la suite de cette revue, l'autre quotidien Soleil Levant, la nouvelle tribune 24 au Bénin, les 4 vérités et bien d'autres nous
informe qu'un 4e navire a commencé son chargement de pétrole brut nigérien depuis la station terminale de Semekrake ce mardi 8 octobre 2024. Selon les informations relayées par les 4 vérités, l'opération a commencé vers 13h dans l'après-midi de ce mardi et le navire en chargement est baptisé Front Choral, conclut les 4 vérités. Et plus loin, Matin Libre, les 4 vérités, la Nouvelle Tribune et bien d'autres publications s'intéressent à la journée mondiale du coton qui a été célébrée au Bénin et précise que la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce a salué les efforts du gouvernement béninois. Après cette rencontre internationale, la directrice générale de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala, les ministres des pays du C4 et de la Côte d'Ivoire ainsi que d'experts du secteur ont pris d'assaut la GDIZ. Ceci afin de s'assurer que le Bénin a les moyens de faire face à sa part de commande. Et accueillie par l'équipe de la CEPI Bénin, la délégation a eu droit à toutes les clarifications nécessaires sur la capacité de production de la zone. Ainsi précise la Nouvelle Tribune, le directeur général de la CEPI Bénin, Letonji Béton, a démontré en quoi la GDIZ est un espace de transformation industrielle de pointe. De ces explications, il ressort que la zone abrite pour la première phase de son développement sur 400 hectares un parc intégré de textiles capable de traiter 40 000 tonnes de fibres de coton par an, positionnant ainsi le Bénin en tête de la transformation locale du coton en Afrique, rappelle Matin Libre. Et en retour, la directrice générale de l'OMC n'a pas manqué de féliciter le Bénin pour la qualité exceptionnelle du coton et les capacités de production de vêtements dans cette zone. Elle est donc convaincue que les infrastructures modernes de la GDIZ garantissent la capacité de répondre aux futures commandes de maillots de la FIFA qui seront entièrement produits localement, et la séance s'est soldée par la visite guidée de quelques usines, dont celle intégrée de textile et le centre de formation textile, conclut Matin Libre. Et plus loin, le ministre Samou Seydou Adambi est à Bordeaux pour la 12e Assemblée mondiale du réseau international des organismes de bassin. Le Canada du Nord en parle et précise que cette édition marque également le 30e anniversaire de cette institution internationale dédiée à la gestion intégrée des ressources en eau. Et durant cette rencontre, le ministre Samou Seydou Adambi va intervenir sur la gestion des ressources en eau à l'échelle des bassins et il partagera également l'expérience du Bénin en matière de financement durable dans ce secteur stratégique, conclut la publication. Parlons culture dans cette revue avec les fils et filles de l'air culturel Agatado du Bénin, résidant dans la ville de Parakou et ses environs, qui se sont retrouvés ce mardi 8 octobre 2024 à Parakou. L'objectif de cette rencontre est de mettre sur pied le comité d'organisation de la 4e édition du Festival des Arts et Culture Agatado, prévu pour se tenir dans le mois de décembre 2024. Selon les publications, c'est l'honorable Pierre-Léonard Envi qui a été désigné par l'ensemble des associations de la Fédération Agatado de Parakou pour préparer l'édition 2024 qui s'annonce très spéciale. Il sera accompagné dans cette tâche par une équipe de 15 personnes résolument engagées et connues pour sa rigueur, sa détermination et surtout son amour pour le travail bien fait. Pierre-Léonard Envi va accomplir avec dextérité cette mission et déjà ses premiers propos le démontrent clairement. Il a signifié que cette mission qui lui a été confiée sera réussie et il compte travailler avec l'ensemble des membres du comité d'organisation pour mobiliser les ressources nécessaires pour la réussite de l'événement, conclut les publications. Et dans les dernières secondes, le Canada du Nord s'intéresse à ces cas de découverte macabre à Parakou. Adjoun Adjawere Chaoru Bonou et bien d'autres précisent qu'elles sont inquiétantes. Un corps sans vie découvert à Parakou déjà en état de décomposition, un autre corps charcuté découvert dans une brousse à Chaoru, d'autres corps retrouvés à Adjoun et Adjawere. Le dernier en date qui suscite le mois dans le rang des populations est celui intervenu à Bonou dans la journée du lundi 7 octobre dernier. 3 corps sans vie découverts au bord de la voie et il s'agit des individus qui ont été tués par balle selon le constat fait par le médecin. La situation sécuritaire du pays devient donc inquiétante et devrait préoccuper davantage les autorités gouvernementales, conclut le même journal. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, c'est également la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. Lydie Meou a assuré les manipulations techniques. Sibel Lessotan Minga est à l'édition en direct. Raoul Steve Gounouko, merci de nous avoir suivis. C'était le journal sur Fraternité FM. Fraternité FM. Fraternité FM. Fraternité.